Alors bienvenue sur Voyagecast, je suis avec Eric Bataille. Bonsoir Eric, Bonsoir. comment allez-vous à Paris? Écoutez, le temps est tristounet, novembre, gris, brume, pluie. D'accord, c'est un peu comme en Suisse en fait, un temps pas très intéressant. Alors du coup on va profiter de voyager grâce au podcast. Peut-être est-ce que vous pouvez vous présenter juste pour les auditeurs, qui êtes-vous et quel est votre rapport avec le milieu du voyage en fait? D'abord, donc, je m'appelle Eric Bataille. J'ai fait des études universitaires, ensuite des études de recherche sur l'anthropologie et l'ethnologie arctique. Ensuite, j'ai bifurqué pour faire des expéditions dans les régions polaires. Donc, j'ai enseigné aussi au Canada sur les minorités amérindiennes. Et j'ai quitté ce milieu recherche fantastique après pour voyager, travailler sur place comme consultant. Ensuite, j'ai continué après une école de journalisme dans la presse. Et depuis plus de 30 ans, j'ai un pied dans chaque milieu, donc à la fois presse, édition, voyage en ayant été guide, chef d'expédition, consultant, directeur d'agence. Et je garde un pied dans chaque milieu depuis donc ce temps-là. Un voyageur confirmé on va dire, hein. Vous avez d'ailleurs vécu dans plusieurs autres pays du monde, lesquels par exemple? J'ai vécu 2 ans au Canada, j'ai passé la moitié de l'année pendant 12 ans au Groenland, j'ai passé beaucoup de mois en Australie, en Afrique australe. Voilà, donc effectivement, avec souvent d'ailleurs des voyages à répétition. Donc c'est un petit peu comme si on était installé, d'aller régulièrement tous les 15 jours dans le yoga ou pendant 3 4 mois, ou d'aller très souvent en Islande en ayant une maison pendant tout l'été. Donc ce côté un petit peu s'incruster, s'établir, sans y être totalement. Donc ça a été ma part pendant longtemps. J'aimerais bien un jour pouvoir en dire autant. On va parler ce soir du Zimbabwe. Alors c'est un pays étrangement qui moi ne me disait rien du tout alors qu'en fait je pense qu'on connaît tous des endroits vraiment marquants du Zimbabwe. Alors tout d'abord peut-être petite question, quel rapport vous avez avec ce pays? Bah, c'est un pays que j'ai découvert parce que j'ai un vieil ami avec qui est un des plus grands sahariens, Pierre Jeunet, qui est un type ultra connu et qui est un peu la mémoire africaine et du Sahara. Et il avait découvert ce pays il y a 25 ans, s'y est installé, et donc il y a à peu près 17-18 ans. Je suis allé là-bas, et puis j'ai découvert le pays qui était encore un pays très riche à l'époque, qui était vraiment le grenier céréales de toute l'Afrique. C'était donc anciennement, c'était la Rhodésie qui avait pris son indépendance avec un gouvernement blanc de Ian Smith. Et ensuite, il y a eu une seconde révolution, donc le gouvernement a sauté, et le Zimbabwe est devenu un État indépendant avec donc des richesses minières, surtout agricoles, et des paysages qui sont parmi les plus beaux d'Afrique, tout en gardant un côté un petit peu obsolète, un côté traditionnel. J'ai voyagé, je suis resté là-bas, chez cet ami, circulé très facilement à l'époque, on n'avait aucun problème, on pouvait tomber en panne la nuit, sur une route ou une piste sans angoisse. Les restaurants avaient des classes moyennes noires et blanches, les hôtels pareil, il y avait vraiment une mixité normale. Ça s'est dégradé quand il y a eu une réforme agraire pour récupérer les terres. Et en fait, les fermiers qui géraient ça donc étaient des blancs, des grands propriétaires, mais en même temps, ils avaient aussi le savoir-faire. Donc, ça a été une catastrophe au niveau de l'agroalimentaire. Et après une famine, après des rapports de force entre les partis, et puis il y a eu donc depuis une dizaine d'années des sanctions européennes. Donc le pays a eu une crise très grave, politique, économique, et en abandonnant la monnaie locale et en récupérant le dollar américain comme monnaie, a commencé à recommencer la pente. Et je suis allé cette année pour revoir, parce qu'on m'a demandé de venir voir. Les gens en avaient un petit peu marre d'être boycottés et d'avoir ces sanctions, de venir voir un peu l'état actuel du pays, qui est certainement le pays qui m'avait le plus marqué au niveau de l'Afrique australe. D'accord. C'est quoi qui vous avait marqué spécialement dans ce pays-là?
La liberté de circuler, d'avoir d'abord des classes moyennes mélangées, d'aller dans un super hôtel ou un très bon restaurant et d'avoir des gens un peu de toutes les couleurs, de pouvoir acheter du filet de bœuf dans des magasins, des poulets, de l'eau minérale à des prix normaux, donc d'avoir une vie à peu près normale, d'un confort bien affirmé, et puis de pouvoir tomber en panne sur une piste, dormir, de pouvoir aller voir les chutes Victoria et tomber dedans, par exemple avec des sites extraordinaires où on n'était pas encore pris en main et pris en charge, comme par exemple dans le sud, il y a le site de Great Zimbabwe, l'ancienne capitale mythique que l'on pensait être de la reine Salomon, qui est la seule ville construite en pierre au sud du Sahara, qui est donc une ville qui a été construite à partir du XIIIe siècle, je crois, de l'empire Shona. Et donc entre le Sahara et le Cap de Bonne-Espérance, c'est vraiment la seule ville, on a cru longtemps que c'était un fantasme d'ailleurs, qui est construite avec des murs qui font 15-20 mètres de haut, en pierre sèche, de l'architecture, des tours, des sculptures. Et c'est le seul exemple en Afrique comme ça. Et on peut y aller, partager les ruines y dormir à la limite, partager les ruines avec les singes, sans être juste payer une petite taxe, mais on n'était pas dans un système à l'Euro Disney. Alors, on va reprendre un peu peut-être depuis le début. Alors, on va imaginer que je suis un voyageur lambda, j'ai peut-être jamais été en Afrique. Alors, je suppose que je prends l'avion, parce que sinon ça va être un peu compliqué. J'atterris où et à quoi ressemble l'endroit où je vais atterrir? Alors, auparavant, donc c'était assez simple, parce on prenait l'avion jusque le grand hub local était Johannesburg. Donc après, il y a eu des petits problèmes parce que la ville a évolué, était devenue une ville un peu dangereuse il y a 7-8 ans. Et puis il y a eu les sanctions économiques, donc la ligne n'a pas été très suivie. La tendance actuelle, c'est de passer par le Golfe, par Dubaï, et de là d'avoir un vol avec une escale souvent à Lusaka, la Zambie, donc le pays limitrophe du Nord, jusqu'à Harare, qui est la capitale. Alors, à quoi ressemble la capitale justement à Harare? Est-ce que c'est une grande ville un peu européenne ou bien est-ce que ça a gardé quand même C'est une ville, il y a un centre-ville qui est pas très important avec des tours modernes, des grandes avenues, des jardins, des arbres, des fleurs, des bougainvilliers, et puis trois grands faubourgs qu'on appelle des townships. Il y en a un qui s'appelle Mbare, qui est le plus populaire, et l'autre c'est Highfield. Et autour, on a des banlieues qui sont privilégiées, encore occupées par des classes riches blanches, mais beaucoup d'allées, d'avenues en pleine ouverture dans la brousse, dans la forêt, dans les jardins. Donc c'est une ville très aérée, qui est pas très grande, elle doit faire 2,5 millions d'habitants à peu près. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir dans cette ville ou bien c'est juste une capitale qu'on passe parce qu'on y a atterri? Il y a les townships, par exemple Mbare ou bien Highfield, qui sont des marchés traditionnels. Et puis pas mal de maisons qui sont remises en état, qui sont des maisons ex-coloniales, qui n'ont pas été détruites. Donc c'est une capitale provinciale, mais où on peut se balader, circuler. Elle n'est pas très vivante, mais elle est tranquille. Donc on n'a pas la dangerosité de villes comme Johannesburg, et puis on n'a pas la furie de capitale avec des tours partout. Touristique, je pense pas que ce soit vraiment, hein. Ça l'était, mais un tourisme plutôt futé, si l'on peut dire, de gens qui venaient pour repartir, qui ne consommaient pas du voyage. Et après les sanctions, donc par exemple, l'aéroport fonctionne à 22% de la capacité. Donc c'est un peu lent, c'est à l'africaine. Alors c'est une idée d'agrément, puis en même temps, c'est aussi traditionnel, faut faire avec. Et puis à peu près, il y a très peu de gens qui viennent encore, parce qu'il y a eu cette période de 10 ans. Et actuellement, tout se remet en place doucement. Donc il n'y a pas la logistique qu'on aurait dans d'autres pays d'Afrique. Mais en même temps, ça va tellement vite dans les autres pays où on est nostalgique des époques il y a 10 ou 15 ans seulement, que ça vaut vraiment la peine de profiter encore de l'ambiance.
Après Harare, alors on va dire c'est Harare si on est à passer un petit peu de temps, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir au Zimbabwe? Alors, il y a d'immenses réserves, Hwange, les réserves de la frontière du Mozambique, Manapu au nord, où se trouve le lac Kariba, qui doit être le troisième plus grand lac de retenue du monde. Le premier est Nasser, et puis c'est un lac qui doit faire 400 km de long, qui fait partie du Zambèze, donc une fleuve qui a été arrêtée par un barrage. Donc c'est un endroit très beau, un immense lac avec des arbres qui sortent, une faune incroyable et des réserves autour qui sont donc Hwange, la côte, la frontière donc du Mozambique et le sud en allant vers l'Afrique du Sud. Donc ces paysages qui sont pas complètement gérés comme dans les réserves, je dirais, de Tanzanie ou du Kenya, où effectivement les animaux sont habitués à voir passer des mini-cars, des minibus, et puis des circuits très organisés. Et on a aussi la partie donc historique, un peu dans le sud-ouest, donc de la ville de Great Zimbabwe, qui est donc cette capitale qui a longtemps été mythique, qui était censée être une capitale née par la reine de Saba, qui se trouve au cœur de l'Afrique, vraiment au cœur sud, et qui était donc sur la ligne de passage des contrebandiers entre l'Atlantique et le Golfe Persique via l'océan Indien. Et en fait, cette ville s'est avérée être une réalité. Elle a été redécouverte au XVIe siècle et c'est le seul exemple de ville construite en Afrique avec des pierres, une architecture sophistiquée, des murailles de 17-18 mètres, 20 mètres qui sont entièrement en pierre sèche. Et c'est une ville absolument extraordinaire. Donc il y a 2-3 sites comme ça autour. Et on a du mal encore à savoir comment ça a été construit. On sait que c'est par le peuple Shona, dont l'empire a commencé au XIIIe siècle. Et s'est terminé au XVIIIe siècle. Est-ce qu'on ose aller visiter ces ruines ou bien c'est libre? Comment on fait pour aller les visiter? Il faut juste prendre un petit billet d'entrée, des prix très raisonnables. Il y a 2-3 lodges à côté et on peut... En fait, on se balade tout seul, on n'a pas besoin de guide et on marche, ça monte, ça descend. C'est une ville qui est à flanc de collines avec des sortes de monolithes de pierre, des passages dans des petites cavernes, beaucoup de singes, beaucoup de végétation. Ce sont des endroits encore extraordinaires parce on garde le côté historique, paléo-historique et nature. On n'est pas dans un musée. Ils font pas de recherche sur l'endroit ou bien il y a des chercheurs, des paléontologues, enfin pas paléontologues. Très timide, donc c'est encore un peu l'aventure. Il essaie de mettre en valeur parce que c'est quand même un exemple unique sur la partie sud-saharienne. Mais il y a eu quand même 10 ans de rupture, donc il n'y avait pas les budgets parce qu'effectivement il y avait une grosse crise économique, donc les priorités c'était pas là. Mais ça a été sauvegardé, il n'y a pas eu de pillage. Et donc, on a retrouvé d'autres sites, Camis notamment, où l'on trouve aussi cette architecture africaine, très ancienne, oui, qui remonte à 6-7 siècles, avec des constructions en pierre, contrairement à d'autres pays comme le Soudan ou l'Afrique du Sud, chez les Zoulous, c'était souvent des constructions avec du banco, de la pierre, des branchages, du bois. Là, c'est vraiment une construction en pierre traditionnelle. Et donc ça, c'est unique et c'est vraiment extraordinaire. Et le site est très beau autour. Vous diriez qu'il faut y passer combien de temps si on a envie vraiment de visiter, hein, pas juste de faire une photo et de partir? 2-3 jours. Ah oui, donc c'est grand quand même, hein, c'est pas... C'est grand et surtout que c'est pas plat, donc il faut monter, il faut flâner, il faut s'arrêter dans une petite grotte entre un mur de pierre et puis un éboulis, et puis rêver, regarder. C'est vraiment encore... quelque chose d'impression. Il se passe quelque chose encore. C'est peut-être une question bête, mais se promener tout seul au milieu des ruines, enfin, vous avez pas peur des serpents, je sais pas, des lions ou je sais pas Non, il n'y a pas de lions et les serpents sont très prudents et il n'y a aucun problème. Le climat est très sain, donc il n'y a pas de surprise dans ce coin. Ça sonne un peu Indiana Jones, ça a l'air sympa. Et oui, et on commence à regretter justement qu'il n'y ait pas d'autres endroits comme ça dans le monde, parce que ça va très vite. Oui, ceci dit, il faut peut-être se dépêcher d'y aller, parce que ce serait pas étonnant que dans quelques années, ça soit un musée, un peu comme vous dites. Hein. Oui, tout va très vite, hein, parce que bon, il y a encore des endroits qui échappent, comme par exemple
L'endroit qui est extraordinaire aussi, qui est les ruines de Meroé au Soudan, parce qu'il y a une très mauvaise image du pays pendant longtemps. Et on a encore le côté, effectivement, pouvoir mettre un sac de couchage dans un coin, faire un petit feu sans dégâts, et puis profiter du site la nuit avec la pleine lune. Alors qu'ailleurs, tout est géré, maîtrisé, avec des gardiens, avec des tickets d'entrée. Donc, tout dépend, en fait, comme tout va très vite actuellement sur le tourisme, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, petit tour dans des ruines touristiques, vous avez parlé de réserve avant. Alors, peut-être pour beaucoup de personnes, quand ils s'imaginent réserve en Afrique du Sud, c'est justement un peu le côté zoo qu'a le Kenya, par exemple. Est-ce que c'est la même chose? Et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans un endroit où, justement, qui est peut-être pas aussi développé que ça? Donc là, il faut quand même avoir une logistique, parce que il y a encore des réserves, comme d'ailleurs frontalières avec le Botswana, où l'on peut dormir dehors, camper, sans armes, mais avec un guide. Donc ça peut être un guide français, un guide local, mais on n'est pas forcément dans des lodges la nuit, et on peut se balader, on peut marcher, on peut en fait voyager à pied ou en 4x4 sur le terrain, sans être automatiquement astreint à des horaires de 6 heures du matin à 8 heures, revenir prendre le petit déjeuner, piscine, et puis une sortie l'après-midi. Donc on a vraiment encore un pays qui n'est pas complètement clôturé, avec des réserves où il y a beaucoup d'animaux, donc tous les animaux, les grands, éléphants, rhinos blancs et noirs, girafes, hippopotames, et en ayant ce côté nature, sans être effectivement, sans avoir l'impression de rentrer dans un parc comme à Tuari ou comme beaucoup de réserves au Kenya d'ailleurs, qui commencent à perdre, qui ont une autre clientèle qui les découvre, mais qui perdent pas mal de clientèle, qui en ont un petit peu assez d'être 12 minibus à la queue leu au coin d'eau. Il y a ce côté nature et beaucoup d'animaux, malgré une petite baisse il y a 10 ans du fait les puits n'étaient plus entretenus, donc il y a eu pas mal d'éléphants qui sont partis, qui ont franchi la frontière vers le Botswana, mais là ça se remet en ordre, et donc c'est aussi le moment de découvrir ces réserves qui vont peut-être être mises en valeur, et ça sera dommage si c'est trop loin. Ça a l'air assez intéressant. Il y a une réserve en particulier qui est peut-être plus belle ou enfin que vous avez le plus apprécié? Il y a toutes les réserves qui sont au nord, le long du Zambèze, Manapout, Kariba autour, elles sont limite avec le fleuve, qui est un très beau fleuve. Donc beaucoup d'animaux à la fois, donc hippos, crocos, éléphants. Et puis l'autre, c'est aussi donc la réserve de Hwange, qui est très grande, frontalière avec le Botswana. Beaucoup d'éléphants et une région qui s'appelle les Matopos, qui est donc une région de montagne avec des grosses boules de granit, où l'on trouve encore un des rares endroits beaucoup d'éléphants, de rhinocéros blancs et noirs, en pouvant louer un petit lodge pour la soirée ou pour 2 jours, apporter sa viande, ses légumes, faire un barbecue, être dehors, les pieds sur une chaise à regarder les étoiles, alors que dans des pays comme par exemple le Botswana, on est sur des lodges très chers, sophistiqués, avec du personnel, avec la serviette qui va avec le rond et qui va avec les draps. On n'est plus sur la décoration intérieure que sur en fait la raison d'être, c'est-à-dire d'être dans un endroit sauvage avec des animaux et d'avoir un même confort. D'accord, ouais, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on cherche hein, aussi. C'est vrai Oui, qu'il y a, je me rappelle plus de quel pays, je pense pas que ce soit le Zimbabwe, mais j'avais vu à la télé justement un reportage. Et c'est vrai, comme vous dites, c'est des trucs, enfin, même en Suisse, on n'a pas des choses aussi classes que ça, et c'était vraiment au milieu de nulle part. Mais bon, ceci dit, il y a certainement des clients pour ça aussi. oui, mais comme tout va très vite vraiment sur le joie de l'évolution du tourisme dans le monde, avec les nouveaux marchés. Donc bon, on est un peu nostalgique et il y a encore des coins comme ça où on retrouve ce qui était possible il y a encore 15 ou 20 ans ou 30 ans. Il y a l'essence même du voyage d'ailleurs, je pense. Et non pas du circuit entre des points et des... Voilà, c'est ça, ouais. C'est aussi ce qu'on aime un peu dans Voyage Casse, les trucs un peu plus, oui, engagés, on va dire, un peu plus roots. Quand on parle des chutes du lac Victoria, c'est aussi quelque chose d'extrêmement impressionnant, enfin en tout cas sur les photos. Ça, vous y avez été?
Oui, je suis allé plusieurs fois et ce sont des chutes absolument extraordinaires qui doivent faire plus d'1 kilomètre de large, qui donc c'est le Zambèze qui plonge dans une faille, qui passe sous un pont, je crois qu'il a été construit par Eiffel, donc en fer, et qui relie le Zimbabwe à la Zambie. Et d'ailleurs, il y a un des plus grands sauts en élastique, je crois, du monde, qui doit faire 130 mètres et où les gens sautent de ce pont. C'est pas très couru. Et après, donc le fleuve coule dans une gorge qui doit faire 130 km, qui est absolument extraordinaire, où il y a du rafting dur, d'ailleurs, niveau 4 ou 5, et qui est très difficilement praticable à pied. J'ai vu que il y a un Anglais qui va essayer de remonter les gorges pendant 1 mois et demi à pied tout seul. Bon. C'est vraiment un endroit très sauvage et les chutes sont restées nature, donc on peut tomber dedans, on peut sauter dans les chutes et on a ce côté forêt, sous-bois, balade au bord des chutes sans avoir des boutiques à frites, des magasins et des musées autour. À part ces chutes, il y a peut-être une chose dont on n'a pas parlé, c'est le Kalahari. Alors qu'on a peut-être certains d'entre nous, on voit un peu ce que c'est parce qu'il y a eu un film qui a été quand même assez connu où on voit justement un peu le cycle du Kalahari. Vous y avez été, vous aussi, je Oui, suppose, hein? mais ça, il faut franchir la frontière, juste la frontière et passer au Botswana. D'accord. Là, on a le Kalahari, c'est un peu comme les Gobi en Mongolie, c'est-à-dire qu'il y a différents systèmes de Kalahari. Il y a des Kalahari montagnes, il y a des grandes plaines, des grandes savanes, des grands lacs salés, avec des fois rien que des grandes herbes, avec du vent, et puis des fois des baobabs. Donc c'est vraiment un endroit très désertique, avec des points d'eau, où habitaient avant encore d'ailleurs quelques-uns, mais les Bushmen qui vivaient entre la Namibie et le Botswana, et jusqu'à la frontière du Zimbabwe. Est-ce que c'est facile, les frontières entre justement le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana? Est-ce que c'est des choses qui se font facilement ou bien il faut des permis spéciaux? Non, non, ça passe. Il faut juste passer, en fait, bon, je ne recommande pas de couper à travers les frontières, peut-être que ça passe d'ailleurs très bien, hein. Mais il y a des points de passage comme au nord, Kazane, Kazingula, pour rentrer sur la partie Botswana ou sur le Mozambique de l'autre côté, ou au sud de l'Afrique du Sud. Donc il y a, non, non, il faut juste avoir les papiers en ordre et puis il n'y a aucun problème. C'est un petit peu l'administration, mais bon, c'est comme ça. Oui, ça, on va dire en Afrique, on a un peu l'habitude généralement quand on y va, on sait qu'on doit réfléchir avec. Et surtout d'avoir même si des fois on est un peu pressé, mais de garder le temps. Voilà. Alors c'était justement ce dont je voulais parler. C'est vrai que c'est toujours très difficile de dire combien de temps est-ce qu'il faut rester dans un pays, mais imaginons que je veux faire un joli tour quand même du Zimbabwe. Combien de temps il me faut en sachant justement que c'est pas forcément tous les jours qu'on va pouvoir faire des milliers de kilomètres et on va peut-être avoir des problèmes entre deux. Combien de temps est-ce que vous calculeriez pour un voyage, un bon voyage? Au moins 15 jours. Et l'idéal, c'est 3 semaines, un mois. Où on peut éventuellement passer sur les autres pays justement si on a un peu plus de temps, je pense. Je pense qu'il vaut mieux rester parce que les Zimbabwe méritent vraiment qu'on y reste, qu'on fasse un voyage. Parce que si on veut aller sur le Botswana, c'est aussi bon, ce sera beaucoup plus long, ou la Zambie, ou le Mozambique, qui sera beaucoup plus compliqué au niveau des pistes, au niveau des autorisations. Donc je pense 3 semaines, c'est très bien pour en faire un très bon voyage au Zimbabwe. Et on a le temps d'aller voir la partie nord, donc avec les chutes, lac Kariba, et cette partie aussi culturelle, Great Zimbabwe, et peut-être aller encore sur la frontière Mozambique où c'est une région des Highlands, des montagnes, avec le parc de Nyanga. Beaucoup de cascades, de cours d'eau encaissés, de forêts. En altitude, donc le climat est très agréable. Et bon, en 3 semaines, on peut faire un beau voyage. Comment sont les gens là-bas? Enfin, on n'a pas parlé des gens, on a parlé plus du paysage, mais comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on les approche volontiers? Alors, ils parlent essentiellement anglais, si j'ai bien compris. On parle anglais. Et puis ensuite, les gens parlent Shona, qui est le premier groupe ethnique avec une langue, les Shona, et Ndebele, qui sont le second groupe, qui est connu pour les dessins artistiques sur les maisons, sur les chapeaux, sur les vêtements des femmes, des dessins très linéaires.
un peu comme des triangles, des lignes droites ou des éclairs, c'est très beau. Et ce sont en fait donc les deux langues principales après l'anglais. D'accord, donc ils sont d'un rapport plutôt facile, parce qu'on est touriste, ça se voit hein, dans ces pays-là. Est-ce qu'on peut facilement aller parler avec eux, discuter avec eux, manger avec eux? Ah, il n'y a vraiment aucun problème. Hein. C'est une société qui fonctionne encore au ralenti, qui a besoin de ressortir à l'international. Donc c'est pour ça que depuis quelques temps, il y a des efforts qui sont faits pour que les Européens reviennent, que la partie des Indiens, qu'il y ait de nouveau des liens. Et les gens sont tout à fait ouverts. Il y a aucun. Ça a été fermé. Il y a eu des sanctions pendant 10 ans, donc les gens en ont vraiment souffert. Et puis maintenant, on trouve des produits partout. La ligne aérienne, enfin les deux lignes vont être augmentées, réaménagées. Et donc il y a vraiment un besoin de retrouver des contacts avec des autres. Et le pays, l'économie remonte aussi. Donc en ayant 18 ou 20% de progression, les gens vivent mieux. Et en fait, en ayant l'expérience de ces 10 dernières années vraiment difficiles, en ayant la mémoire aussi de ce qu'il y avait avant, où il y avait quand même, c'était un endroit de passage, parce que c'est quand même situé au sud, mais entre des grands pays, Mozambique, Afrique du Sud, Zambie, tout ça. Et là, il y a vraiment, il y a aucun problème le seul problème qu'on a avec les gens, justement, c'est qu'ils prennent leur temps et qu'ils aimeraient qu'on prenne aussi notre temps. Donc des fois, on est un peu plus rapide et ils comprennent pas. Voilà. D'accord, du coup il faut peut-être prendre une semaine de plus à passer là-bas, quitte à perdre un peu de temps à certains endroits. Voilà. Moi, je sais que quand je suis arrivé là, j'avais pas depuis longtemps, j'étais un peu pressé à l'aéroport et on m'a dit mais vous connaissez, mais comment vous avez changé ou vous connaissez pas le pays. Et donc effectivement, il faut prendre le temps, il faut accepter de perdre une demi-heure, une heure. Tout le monde est vraiment là, les gens sont très sympas. Et si on va trop vite, ça bloque le système. D'accord, c'est intéressant. Chez nous, c'est parce qu'on va trop lentement qu'on bloque le système. Mais je sais pas ce qui est mieux, à remarquer. Alors on a l'impression que c'est du temps perdu, puis en fait non, c'est du temps qui passe, qui fait que on peut mettre les rendez-vous. L'heure zimbabwéenne est une heure très décalée. Donc, il faut compter 30, 40, 50 minutes des fois de retard. Mais c'est un système qui s'organise lui-même et si on l'accepte pas, effectivement, c'est compliqué. Parce que, on est toujours décalé. Mais autrement, non, les gens sont très, très accueillants et puis ont envie de voir les gens d'ailleurs. Très intéressant. Il y a sûrement des jolis échanges à faire. Hein. Oui, absolument. Point de vue monétaire maintenant, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est toujours problématique, peut-être encore. On a l'impression plus dans ces pays où il faut justement avoir pas mal de matériel avec nous. Combien est-ce que ça coûte justement pour 3-4 semaines en prenant un peu le milieu de gamme sans dire qu'on va dans des 5 étoiles comment est-ce qu'on s'arrange avec l'argent là-bas en fait? Bon, d'abord, l'idéal, c'est de passer par des locaux qui vont être organisateurs ou tour opérateurs ou guides ou qui vont avoir un petit lodge, prendre un chauffeur. Donc, bon, il faut vraiment, ça demande un peu d'organisation quand même. Ou alors on passe par une agence, mais il y a encore peu d'agences qui offrent des voyages complets parce que c'est une redécouverte du pays. Donc il faut bien travailler en amont, décider des régions, mais à partir de là, à Great Zimbabwe, il doit y avoir 3-4 lodges autour. Donc avec Internet, le téléphone, il n'y a aucun problème. Sur place, on peut avoir une carte de téléphone SIM sans aucun problème pour un prix dérisoire, téléphoner, pouvoir gérer la semaine au jour le jour, même si Internet fonctionne pas toujours très bien. Et puis, il y a beaucoup de petites structures qui n'ont pas encore été avalées par des grands groupes. Donc, par exemple, sur les Nyanga, il y a des lodges qui sont connus où on peut aller passer la nuit pour 15-20 euros. Et puis, on a des endroits très luxueux où on va dépenser 300 euros. Mais on peut encore organiser son voyage en amont, au départ de France, de Suisse, avec des contacts, le téléphone fonctionne, l'Internet, et puis d'arriver à des tarifs tout à fait normaux, même pour location de voiture. Location de voiture, est-ce que c'est mieux de prendre un guide qui va peut-être justement
un peu nous aider, ou bien est-ce qu'on peut y aller simplement louer sa voiture et puis se dire tiens je vais aller dans une réserve, est-ce que c'est pas un peu dangereux? C'est pas dangereux, mais il faut avoir quand même la culture de ce type de voyage. Donc, si vous louez une voiture normale, bah, vous serez sur la route. Les routes sont relativement en mauvais état. Elles sont en train d'être réparées, mais il y a encore du travail. Donc, ça va limiter en fait la zone de liberté, une route principale. Les réserves, les grandes réserves très belles, sont des pistes. Donc, il faut avoir un 4x4. Et pour pas être stressé, il faut quand même savoir comment ça fonctionne, pouvoir réparer des petites bricoles, changer une roue, réparer le pneu. Il faut avoir quand même un minimum de savoir-faire. Ouais, mais c'est au moins possible de le faire parce que dans certains pays, même si on connaît bien la mécanique, même si on connaît bien le pilotage, point de vue sécurité ou bien même des fois autorisation, on n'a pas le droit. Non, non, là on a le droit, on n'a pas de problème contrairement par exemple à un pays comme la Namibie où toutes les terres appartiennent à quelqu'un, toujours à des fermiers ou une entreprise. Et donc on doit réserver et on doit aller d'un point A à B. Et si on tombe en panne au milieu, on peut pas dormir, faire un bivouac n'importe où. Il faut donc aller au point B. Et où tout est quand même très organisé, de campement, en camping, en lodge. Tandis que là, on peut encore se balader, tomber en panne, dormir dans sa voiture. Peut-être pas dans les quartiers les plus mal famés d'Harare, mais on peut encore se débrouiller. Non, l'idéal, c'est quand même il faut avoir un minimum de savoir-faire pour être autonome et profiter du voyage, pour pouvoir gérer un petit peu, ne serait-ce que les dépenses de carburant, les petites pannes, et puis d'être profiter du coin sans être stressé parce que la route est mauvaise ou la piste est défoncée. Ça a l'air assez intéressant, hein, peut-être à s'entraîner un petit peu avant si on veut tenter ce genre d'aventure. Ça me fait penser, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qu'on mange au Zimbabwe? On mange beaucoup des petits déjeuners de type américain anglais, donc beaucoup de saucisses, de charcuterie, des fruits, des légumes. Et à midi, on a beaucoup de viande, de bœuf un peu cuit. On n'aime pas la viande saignante, du porc, des poissons sur la région frontalière du Zambèze. Et puis dans certains coins, un petit peu des criquets, des larves de mopanés qui sont des arbres très durs, très utiles pour le feu. On a une nourriture plutôt laborative et copieuse. Sauf pendant les 10 dernières années où les gens ont quand même souffert de la faim, parce qu'il n'y avait plus de blé, il n'y avait plus rien. Alors le problème du Zimbabwe actuellement, c'est qu'il y a encore 80%, je pense, des produits qui sont importés, mais ils sont en train de rebasculer sur une économie locale avec du thé, des céréales, du blé et de l'élevage. D'accord, ça a l'air intéressant. Ça me paraît bizarre la charcuterie en fait, ça. Mais bon. Un côté anglais qui est resté, et les gens mangent en ville, les gens mangent beaucoup. Les gens d'ailleurs sont relativement charpentés. Hein. Et là, quand j'y étais, par exemple, il n'y a pas longtemps, ça traumatisait un petit peu les gens que je voyais, ils me disaient mais vous avez sauté un repas, vous n'avez pas mangé, alors que j'avais l'impression d'être gavé en fait. Donc les gens mangent beaucoup le matin, le midi, le soir. Sauf, bon, les gens qui n'ont pas les moyens, évidemment. Mais on a tendance à manger très copieux avec des pâtes de savda, qui est une pâte de maïs, un peu épaisse, avec de la viande, des sauces. Donc là-dessus, là, il y a vraiment un côté très copieux, des fois trop copieux. Et on retrouve tous les produits, même si c'est importé, mais on trouve des filets de bœuf, des côtes de porc, des légumes, du thé, du café, enfin des choses comme ça. Quand on voyage, je suppose qu'on prend sa nourriture avec. Hein. Il n'y a pas, enfin, il y a pas des restaurants tous les 50 kilomètres, je suppose. Hors des endroits, on peut de nouveau trouver des endroits où on peut déjeuner. Mais il faut bien, effectivement, des petites gargotes. Et puis sinon, l'idéal, c'est d'avoir sa logistique et on trouve dans les magasins, on trouve tout. C'est un pays qui a l'air, ouais, comme vous dites, le fait que ça s'ouvre, ça a l'air vraiment intéressant parce que on sera encore parmi les premiers à y aller si on y va maintenant, en fait. Sans être nostalgique tout le temps, mais vu l'évolution des autres pays de la région, comme par exemple la Namibie qui est devenue très organisée, l'Afrique du Sud aussi. Donc on profite quand même encore
de ce qui était le fort de l'Afrique, le paysage, du temps qui passe, une certaine liberté, alors qu'ailleurs c'est quand même géré principalement par des TO, des tour opérateurs, des agences, avec des produits touristiques. Là on est encore, donc il y a les aléas, mais les avantages c'est qu'on a encore un voyage et non pas un produit. Peut-être parmi les dernières questions, l'endroit que vous avez le préféré quand vous y allez? J'ai adoré les chutes Victoria, surtout le survol en hélicoptère en vert. Alors ça coûte pas très cher, ça coûte 50-60 euros, ce qui n'est rien par rapport à d'autres pays où on paye 200 € pour un vol en montgolfière. Et puis donc ces chutes qui sont extraordinaires, qui sont très très sauvages, qui sont vraiment, je pense, parmi les plus belles du monde de très loin. Et la région qui va entre les Matopos, ce massif de montagne, et le site de Great Zimbabwe, qui est donc qui est un mélange de hauts plateaux, qui doit être proche de 2000 mètres, de température, un climat très agréable, pas de palud, pas de nuisances avec des moustiques ou des petits bêtes, et ces sites encore archéo où l'on peut se balader, flâner, s'arrêter, passer la journée assis, personne nous embêtera et il n'y aura pas de problème. Donc c'est vraiment, je pense, les deux régions les plus fortes et à découvrir, mais je ne connais pas, qui serait la partie sud extrême de la frontière avec le Mozambique, où on a des falaises de grès rouges qui donnent sur des rivières, qui est encore très peu, qui est même pas du tout fréquenté, à part quelques locaux. Alors, j'ai fait le tour du pays, j'ai bien visité, j'ai bien vu toutes les choses. Qu'est-ce que je ramène dans mes valises de là-bas, pour mes amis, pour ma maman? Il y a les instruments de musique, de type, je ne sais plus son exact, mais ce sont des petites lames sur un support en bois. Il y a les tentures avec des dessins shona, donc des animaux, des pintades qui sont en batik, mais traditionnel local, beaucoup plus rustiques. Les objets qui sont à partir du Montpané, qui est le bois de fer, donc qui donne des objets très, très lourds, très solides. Et puis l'artisanat aussi des vêtements, parce qu'il y a quand même l'artisanat ndébélé avec ce graphisme très beau et des choses encore naturelles qui sont pas dans le rayon. On trouve peu d'ailleurs très peu de boutiques touristiques et on achète ça, par exemple à Mbaré, qui est le grand township où l'on trouve des moustaches de lion, des fœtus de singe, des poudres, un peu de tout. C'est un marché traditionnel africain. Mais il y a très peu de boutiques, même dans les grands hôtels. Il y a très peu de choses en artisanat touristique. Et en fait, c'est l'artisanat local qui continue à exister. C'est génial, ça fait toujours un peu mal de penser acheter un truc local et puis de voir marqué Made in Taiwan derrière. Alors si c'est de l'artisanat local, c'est quand même bien. Et là, on peut aller, là, je suis allé passer 2 heures au grand marché à Mbaré. Il y a toujours, c'est incroyable, il y a de tout ce qui est entre l'artisanat, la musique, l'habitat, les vêtements, la sorcellerie, il y a vraiment tout ce qu'on peut trouver et 99,9% de gens qui sont du coin et qui achètent et très peu de touristes encore. Ben super, ça a l'air vraiment d'être un pays très intéressant. Si on a envie de vous suivre, est-ce que vous êtes sur Internet? Vous avez un blog? On peut vous... J'ai un blog qui s'appelle Eric Bataille. Et puis sinon, je vais publier bientôt, au mois de janvier, un sujet dans Géo sur la Mongolie, notre histoire. Voilà. Et sinon, effectivement, c'est sur mon blog. D'accord, ok, ben on vous suivra avec plaisir. Les billets sur le Sri Lanka sont... C'est étonnant parce que vous écrivez sur des pays justement qui sont pas forcément touristiques, dont on s'intéresse pas forcément, qu'on n'entend pas forcément parler et qui ont l'air pourtant extrêmement intéressants et ça fait plaisir. Et qui sont pourtant les plus intéressants parce que le problème du tourisme depuis quelques années, c'est d'avoir une mise en œuvre totale. Ça n'a rien à voir, mais par exemple, j'ai été quelques jours à Prague la semaine dernière et j'ai été assez effaré de voir que la ville était à 99% touristique et gérée par le tourisme. Oui, ben accessoirement avec la crise, sauf erreur cet été, le voyage c'est une des seules choses qui a progressé puis vraiment significativement. Hein, donc il y a de l'argent à se faire, on le sait. Alors on en profite. Maintenant, est-ce que c'est bien? C'est peut-être une autre question. Oui, une autre question, je pense. Chacun son truc. Moi, en tout cas, je préférerais les voyages
un peu du genre du Zimbabwe, pourquoi pas, ça a l'air assez intéressant, assez engagé, pourquoi pas, hein. Prenons notre Jeep et puis allons essayer d'aller faire un tour là-bas. Oui, puis je reste nostalgique des vrais voyages et non pas des transferts entre hôtels, sites et points de vue. Bah, on essayera de continuer à chercher des endroits comme ça. Le monde, il est grand, il y a sûrement des endroits qu'on peut trouver ou voyager encore vraiment. Il y en a encore beaucoup. Voilà, fort heureusement. Alors en tout cas, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé avec moi. C'est très gentil. J'espère qu'on a pu vous donner des conseils suffisants sur le Zimbabwe. Il y aura des autres conseils dans le lien. Et puis voyageons, quoi. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à Paris, dans votre froid Paris. Mais comme vous voyagez beaucoup, vous serez sûrement dans un pays chaud bientôt. J'espère. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Tout de même. Bonsoir. Bonsoir.